Jean-Luc Racine, je suis chercheur CNRS, aujourd'hui émérite au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud de l'École des hautes études en sciences sociales. Et j'ai rejoint, peu après sa formation, le groupe dirigé par Adel Bakawan qui s'appelle Indépendantisme, séparatisme, irrédentisme et construction de l'État. Ce que nous avons voulu mettre dans ce rapport, c'est de redonner une perspective historique à la question du séparatisme et surtout de montrer à quel point, sous des formes diverses, c'est une question absolument universelle. L'objet majeur du rapport fourni, c'était justement de donner des comparaisons multiples, aussi bien en matière de cas de figure qu'en typologie. On a en effet des typologies, elles aussi, multiples et complexes. Typologie par rapport à l'État, on comprend bien que la nature de l'État dominant est absolument décisive. On ne traite pas de la même façon la question tchétchène face à Moscou et la question écossaise face à Londres. Mais on pourrait multiplier comme ça les cas de figure, aussi bien d'ailleurs sur la nature même des mouvements séparatistes, avec des types de violences qui sont divers, aussi bien sur la problématique de la sortie de la violence qui peut se faire soit parce qu'un compromis a été trouvé, soit, et c'est le cas au Sri Lanka, parce que le pouvoir d'État écrase de façon militaire le mouvement séparatiste, et on pourrait multiplier comme ça une typologie extrêmement riche qui appelle à poser diverses questions, je l'ai dit, sur la nature de l'État, mais aussi sur la nature des mouvements eux-mêmes, et puis bien entendu, de façon plus large, sur le contexte géopolitique. On sait très bien, et le Cachemire en est un exemple, qu'un mouvement séparatiste est fortifié quand il dispose de sanctuaires dans un État voisin, et l'État voisin, éventuellement, va jouer de la question du djihad, on le retrouve ici, pour assurer la liberté d'un peuple musulman par rapport à un État dominateur qui, lui, ne l'est pas. Donc, nous avons essayé, au sein de ce groupe, de croiser en quelque sorte des analyses à partir de cas de figure à la fois différents, mais renvoyant à des grandes problématiques. L'une des grandes problématiques, évidemment, étant celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, étant celle des référendums, puisque là aussi, il y a des cas de figure très différents. On ne met pas sur le même plan des référendums entérinés par les puissances dominantes et reconnues par l'ONU, avec par exemple le référendum organisé par Vladimir Poutine pour consacrer en quelque sorte la réabsorption de la Crimée à la Russie post-soviétique. Donc ce qu'on a cherché à mettre en œuvre, c'est à la fois d'illustrer la pluralité des cas de figure, ce qui peut avoir de commun et de distinct, mais aussi de voir comment les sorties de la violence pouvaient réussir ou échouer. L'une des conclusions du rapport, c'est que le succès d'un mouvement séparatiste n'est pas en soi, d'ailleurs, une garantie du succès. Le Soudan du Sud en est un malheureux exemple, puisque là, le mouvement, en quelque sorte, séparatiste l'a emporté. La communauté internationale n'a pas posé de problème et a même encouragé la stabilisation à venir, mais au final, la violence a perduré dans cette nouvelle construction étatique, et c'est bien pour cela que la problématique générale de notre groupe incluait construction d'État, construction de l'État, à la problématique initiale sur séparatisme, irrédentisme. Et c'est finalement une question d'une actualité qui reste quasi universelle. Seule l'Amérique latine connaît peu de mouvements séparatistes, sauf si l'on prend en compte, bien entendu, les peuples autochtones. Mais on n'y trouve pas de façon assez significative
les grands mouvements armés qui peuvent durer pendant des décennies, qu'on a pu trouver ou qu'on trouve encore en Afrique, en Asie, ou les mouvements politiquement puissants, à l'avenir incertain, qu'on a trouvé en Europe. La question, en quelque sorte, qui a été posée à partir du texte de ce groupe est formulée de la façon suivante. Le droit à l'autodétermination apparaît donc sujet à interprétation, voire à restriction. Il soulève aussi la question de la définition d'un peuple, autochtone ou non. Pour les États membres de l'ONU, le droit à l'autodétermination clair en contexte colonial ne peut devenir un droit absolu à la sécession en contexte postcolonial. Je me réjouis que ce soit cet extrait qui ait été choisi parce que je pense que c'est un point absolument décisif. Il se trouve, ça a été dit, que je travaille depuis longtemps sur la question du Cachemire et il est bon peut-être de rappeler que les premières résolutions des Nations Unies dans les années 50 portées sur 3 dossiers qui sont toujours ouverts aujourd'hui: Cachemire, Israël-Palestine et Corée. Ce n'est pas tout à fait un hasard si ces dossiers sont ouverts depuis plus de 70 ans sans avoir trouvé de véritable réponse. La mise en avant de l'argumentaire sur les limites du droit à l'autodétermination mérite commentaire, parce qu'évidemment, c'est à la fois un constat assez gênant. Je dis constat parce que je me réfère au texte. Et en l'occurrence, au texte des Nations Unies, tous les séparatistes invoquent l'article 1 du chapitre 1 de la Charte des Nations Unies, qui dit, je cite, que les pays membres entendent développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect des principes de l'égalité du droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Donc c'est au nom de ce droit à l'autodétermination que tous les mouvements séparatistes, quelle que soit leur nature, entendent trouver leur légitimité. Le problème, c'est que quand on dépouille d'un peu plus près les diverses résolutions des Nations Unies, on s'aperçoit que ce droit est sujet à interprétation. Je prends par exemple, vous m'excuserez de citer, mais comme il s'agit de textes de référence, il est bon de les citer, la résolution 1514 de décembre 1960, qui énonce dans son article 6, après avoir bien entendu réaffirmé le principe de la libre détermination de tous les peuples, mais elle énonce, je cite, que toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. Autrement dit, on trouve dans les textes officiels des Nations Unies des déclarations qui sont, disons-le brutalement, contradictoires. Un deuxième exemple, très rapide, la résolution 61-295 de septembre 2007, à propos des peuples autochtones, qui réitère donc leur droit à l'autodétermination, mais qui la restreint aussitôt, en son article 4, qui précise que ces peuples, je cite de nouveau, ont le droit de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales. Quand on rappelle ces principes énoncés dans diverses résolutions des Nations Unies qui semblent en contradiction avec ce qu'affirme l'article 1 sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on s'aperçoit évidemment que les choses sont un peu plus compliquées qu'on ne pouvait le penser, et cette complexité est absolument décisive dans le sort qui est fait au mouvement indépendantiste quand il cherche à sortir de la violence, en particulier par des droits liés au référendum. Et on a là divers cas de figure. Tout dépend en réalité, comme le montre la pratique,
qu'il ne suffit pas évidemment d'organiser un référendum. La chose a été vue aussi bien pour les Kurdes que pour les Catalans. Et on pourrait commenter les deux cas de figure qui sont quasiment concomitants en 2017. Alors que les exemples qui ont fonctionné, si j'ose dire, je pense à Timor-Leste et je pense au Soudan du Sud, dans les deux cas, le séparatisme a été possible et des référendums ont été possibles parce que l'État dominant en a accepté le principe et parce que l'Organisation des Nations Unies, directement ou par le biais de médiateurs, a pris en charge, en tout ou en partie, l'organisation de ces consultations. On est donc, et j'en termine avec ça, dans un contexte où on n'est plus du tout, évidemment, dans la fin de l'ère coloniale. Regardons le monde tel qu'il est aujourd'hui. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui peuvent invoquer leur droit de veto, il est bien clair que dans le contexte d'aujourd'hui, on voit mal la Chine accepter le séparatisme ouïghour, celui du Tibet. On voit mal la Russie de Vladimir Poutine accepter le séparatisme de la Tchétchénie, alors que Poutine a assis son pouvoir largement en réprimant le mouvement séparatiste tchétchène. Et quand on voit, sous un autre mode bien sûr, et bien au-delà du Conseil de sécurité, ce qu'a été l'extrême prudence, pour employer des termes diplomatiques, de l'Union européenne vis-à-vis du référendum catalan, on comprend bien qu'il est plus facile en quelque sorte de lancer un mouvement séparatiste que de trouver une sortie qui puisse se parer des atours démocratiques d'une consultation qui prend le nom de référendum.